Je m'appelle Thibaut Marzano, je suis le gérant de la société Curious World à Cannes, qui propose des jeux d'évasion en grandeur nature ou escape game en anglais. Donc certains connaissent peut-être déjà. On m'a dit que je m'approche du micro, c'est ça? Je suis devant. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'escape game. Bien sûr, c'est mon métier. Vous parler un petit peu d'où ça vient, l'escape game, comment on en développe, en tout cas chez nous, chez Curious World, et puis un petit peu les perspectives d'avenir, en faisant le lien bien sûr avec le jeu vidéo, puisque c'est ce qui va intéresser le plus ceux qui font partie de ce groupe. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je voulais mettre les choses au clair dès le début, c'est quelque chose de très personnel. Soyons bien d'accord, l'escape game est loin d'être une science exacte. Il n'y a rien de scientifique, c'est vraiment mon approche des choses. Donc surtout, prenez pas ça, encore une fois, comme une approche scientifique, c'est important. Donc juste pour me présenter très brièvement, donc moi j'ai fait des études ici, juste à côté, alors je ne suis pas un polytechnicien, mais juste à côté de l'IUT, plus modeste. J'ai fait des études en communication, également en management à Lyon. J'ai un petit peu travaillé à l'étranger, en Angleterre, en Australie, pour revenir finalement m'implanter ici comme chargé de communication pendant 3 ans. Et parallèlement à ça, depuis très jeune, en fait, j'étais passionné du milieu du loisir, du divertissement. En même temps que je passais mon bac, je m'ennuyais un peu, donc j'ai monté un club de paintball pour proposer de la location en particulier. J'ai été animateur où je faisais des colonies de vacances 100% imaginaires, où on créait des univers Harry Potter à partir de 3 fois rien, une machine à fumer, de bouts de drap, etc. Donc j'ai toujours baigné vraiment dans l'ambiance vraiment du loisir. Et il y a 4 ans, j'ai découvert le concept de l'escape game dans un article du journal Le Monde, qui a été un des premiers médias à s'intéresser au concept. Et donc cet article était vraiment très détaillé, très intéressant, et m'a vraiment donné envie d'aller essayer ce concept. Donc à l'époque, il en existait un seul dans la région Alpes-Maritimes, Var, c'était Adventure Room à Toulon. Donc j'ai réuni une petite équipe pour aller essayer ce concept à Toulon. Et on est ressorti de là complètement emballé, en ayant vécu une expérience incroyable, à la fois une synergie d'équipe, un moment entre nous vraiment incroyable, mais surtout en ayant eu l'impression d'avoir vécu une expérience qu'on n'avait encore jamais faite jusque-là. Donc c'était vraiment quelque chose de très stimulant. Du coup, je suis sorti de là, j'étais donc chargé de communication à ce moment-là. La semaine qui a suivi a été un petit peu dure de reprendre le train-train quotidien du travail, parce qu'il s'avère que j'avais un peu été accroché par le concept. Et vu qu'il n'existait pas à l'époque d'escape game dans les Alpes-Maritimes, j'ai vite décidé de quitter mon emploi pour essayer de me lancer dans ce projet-là. Donc ce projet, je vous l'ai dit, qui s'appelle aujourd'hui Curious World, donc ça fait ouverture au public en février 2015, non pardon, début du projet en termes de réflexion en février 2015 et ouverture au public en avril 2016. Donc un projet qui a pris un peu plus d'1 an au total, donc 4 mois et demi de travaux. Avec en tête dès le début l'idée de proposer l'aventure la plus qualitative possible. C'est vrai que j'avais en tête l'idée de proposer aux gens réellement d'abandonner leur quotidien, et pour moi ça devait absolument passer par une aventure la plus haut de gamme, la plus qualitative possible. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous partager un petit peu avec vous comment moi j'imagine développer une aventure la plus qualitative possible. On a ouvert dès le début en fait la salle Hold Up à Vegas, braquage de casino à Las Vegas, qui est toujours active aujourd'hui. Par la suite, 1 an après, Mystère et Confrérie, qui est plus Confrérie secrète, Illuminati. Et on travaille sur une 3e salle qui est légèrement en retard, qui devrait arriver prochainement, qui, elle, est beaucoup plus science-fiction, futuriste, et qui va s'appeler Genesis. Donc voilà un petit peu pour notre historique. Donc entre l'idée du projet et l'ouverture au public, soyons bien d'accord, il s'était déjà ouvert du coup 4 escapes sur la région des Alpes-Maritimes, donc j'arrivais pas en pionnier, mais à l'époque où j'ai commencé à travailler sur le projet, il n'en existait pas dans les Alpes-Maritimes. Escape game. Kezako, est-ce que par hasard certains d'entre vous n'ont jamais fait l'escape game? Main levée, il n'y a pas de honte à avoir. Ok, très bien, pas de honte à avoir, aucun problème, ne vous inquiétez pas. Ça. Il y a 3-4 ans, tout le monde aurait levé la main, ça commence un petit peu à se démocratiser. Donc très brièvement, reprendre les bases, qu'est-ce que c'est un escape game? C'est un jeu d'équipe, bien sûr, ça se joue en équipe en général de 3 à 5 personnes, même si certains acceptent 2, 6, nous on fait 3 à 5 personnes. Vous choisissez un univers qui vous plaît, ça peut être donc braquage de casino chez nous ou ailleurs, vous pouvez aller faire des pirates, vous pouvez aller embarquer dans un vaisseau spatial pour aller sur notre planète. Surtout, choisir un univers qui vous correspond. Vous arrivez dans un complexe qui va vous immerger dans un scénario en vous faisant rentrer dans une aventure. Vous allez être confronté à toute une série d'énigmes, de mécanismes qui vont vous permettre soit de réussir à ressortir de l'aventure dans laquelle vous êtes enfermé, soit éventuellement de réussir une mission à l'intérieur de cette aventure. Et tout ça dans un délai globalement de 60 minutes. C'est assez standard sur ce qui se fait sur le marché, mais il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps c'est 1 heure. Donc voilà un petit peu le concept général pour ceux qui ne connaissaient pas. Je mets les pieds dans le plat tout de suite. Les différences, escape game, jeu de piste, chasse au trésor.
il y a 4 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, personne, ou très peu de gens en tout cas, ne connaissaient le terme escape game. C'est la raison pour laquelle je me suis très rapidement positionné plutôt sous la marque jeu d'évasion grandeur nature qui a été intégrée à notre logo, qui me parlait beaucoup plus à moi et qui je pense parlait plus à l'époque aux joueurs. 4 ans plus tard, grâce à de nombreux reportages à la télévision, notamment Capital sur M6 à l'époque qui a été le premier à en parler, aujourd'hui c'est un terme qui est devenu presque tendance. On le retrouve dans beaucoup de campagnes de communication reprises par des agences de marketing, on le retrouve pour parler d'événements dans des musées, à l'extérieur, dans des bus, enfin, il y a un peu pour tout et n'importe quoi. Donc mon avis purement personnel, encore une fois, et je sais qu'il est partagé par certains de mes confrères, c'est qu'un escape game se joue forcément dans une salle, c'est une aventure qui se joue à travers d'un scénario et un décor, une mise en scène également, donc forcément quelque chose qui se joue à l'intérieur. J'adore les jeux de piste, j'adore les chasses au trésor, mais on n'a pas forcément les mêmes attentes en allant faire un escape game qu'un jeu de piste ou une chasse au trésor. Donc voilà un petit peu la différence pour moi, c'est vraiment le côté possibilité d'immersion grâce au décor et à la mise en scène. Les origines, brièvement aussi, pour faire le lien surtout avec le jeu vidéo, ce qui va intéresser certains d'entre vous. Pour une fois, un concept qui découle du jeu vidéo. C'est vrai que souvent on adapte en jeu vidéo des choses qui sont passées dans la vie de tous les jours ou des mécaniques de la vie courante. Là, pour une fois, le jeu vidéo est arrivé avant. Si on feuillette un petit peu l'historique de l'escape game, il n'y a rien d'officiel, mais en gros sur internet, en cherchant, on va vous dire que c'est un petit peu ce jeu-là qui est à l'origine de tout. Crimson Room du japonais Toshimitsu Takagi en 2004, qui était du coup officiellement le premier escape game virtuel où vous pouviez justement, via la technologie du point and click, ça veut dire en gros avec votre souris vous allez sélectionner un élément, permettez de l'ouvrir, de récupérer pourquoi pas un tournevis à l'intérieur, d'aller dévisser une vis ailleurs et d'accéder à d'autres énigmes. Voilà, c'est vraiment la base de ce qu'on fait toujours aujourd'hui en escape game. Il y a eu des évolutions, mais c'est la base de tout. Maintenant, encore une fois, c'est considéré comme à l'origine, sachant que ça date de 2004. Pourquoi pas se dire que d'autres choses ont inspiré l'arrivée de l'escape game. S'il y a des gros joueurs parmi vous, vous connaissez peut-être le jeu Myst par exemple. Personnellement, je ne suis pas un expert de jeux vidéo, donc malheureusement je n'ai pas eu l'opportunité d'essayer ce jeu. Mais en 2 ans et demi d'activité, presque une fois par mois on m'en parle, des joueurs m'en parlent. Donc c'est un jeu qui a été vraiment extrêmement populaire à l'époque, puisque c'est ce qu'on appelait un killer game. Ça veut dire qu'à l'époque, les gens ont été obligés de s'équiper, d'acheter du nouveau matériel pour réussir à faire tourner le jeu. Ça montre à quel point il a été populaire. Ça a été le jeu le plus vendu au monde, d'ailleurs pendant 10 ans, 6 millions d'unités. Et vous étiez donc propulsé sur une île, dans vraiment un scénario, une mise en scène et des mécanismes à déclencher. Donc pourquoi pas aussi considérer bien sûr que des jeux comme ça ont été à l'origine du développement de l'escape game. Et aujourd'hui, les jeux escape game virtuels ont toujours une place importante dans l'industrie du jeu vidéo, même si ça reste un marché de niche. Je vous ai mis une petite bande-annonce d'un jeu. Alors au début, c'est des images de studio, c'est pas très intéressant, on va attendre la fin pour avoir les images du jeu en lui-même. Mais si vous n'avez pas eu l'opportunité d'essayer The Room, clairement pour moi c'est la référence en termes d'escape game virtuel. Le 4 qui vient de sortir qu'on a là est juste incroyable en termes d'immersion. Si vous y jouez sur votre téléphone tout seul dans le noir, vous allez voir, c'est très très immersif. Superbe graphisme, une ambiance sonore qui est vraiment très travaillée et surtout une qualité de scénario, d'énigmes et de mécanismes qui est vraiment intéressante. Et donc le premier niveau est gratuit, si vous voulez essayer, après c'est quelques euros. Donc là vous avez l'aperçu du jeu tel que vous le voyez sur le téléphone, avec la possibilité à chaque fois de pénétrer du coup dans différentes pièces, de fouiller, de cliquer toujours, là button click avec le doigt. Et il y a énormément de cinématiques tout au long de l'aventure qui vous permettent vraiment de vous plonger dans une ambiance très réussi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore l'opportunité d'essayer un escape game virtuel, je vous invite à essayer le premier The Room qui est gratuit. J'ai pas d'action chez eux, mais franchement, personnellement, je trouve ça très inspirant. Donc voilà un petit peu pour la partie virtuelle qui continue à se développer aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, est arrivé bien sûr le live escape game. Donc on appelle beaucoup l'escape game, aujourd'hui pour dire le métier qu'on fait, on appelle ça l'escape game, mais c'est purement français. Normalement, de l'escape game, c'est du jeu virtuel, c'est ça. Nous, on fait du live escape game, c'est-à-dire de l'adaptation grandeur nature de ces jeux-là. Le live escape game, pareil. Si on fouille Internet, si on fouille Wikipédia, tout ce qu'on nous dit sur Internet sur l'histoire de l'escape game, vous allez voir qu'on dit que les premiers live escape sont apparus dans les bars japonais, hongkongais. Sauf que toujours pareil, on parle beaucoup de ça, mais au final c'était beaucoup de jeux qui se jouaient sur papier. Donc pourquoi considérer absolument ça comme l'origine de Live Escape Game et pas plutôt différents types de jeux d'énigmes? C'est encore un grand débat. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien au Japon que c'est apparu. C'est la société Scrap qui a été vraiment précurseur dans le monde entier de l'escape game en 2008 à Kyoto.
Et après, il a fallu attendre un petit peu pour que ça arrive en Europe, avec notamment Parapark, qui était la première en Hongrie. Bonsoir, de nouveau qui réussit à résoudre l'énigme. Donc Parapark qui est arrivé en 2011 en Hongrie. Alors la Hongrie, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est toujours considéré un petit peu comme la capitale européenne de l'escape game, surtout Budapest. Vous avez des passionnés qui font des pèlerinages d'escape game d'une semaine à Budapest. Donc c'est vraiment un endroit où il y avait énormément de choix en termes de scénarios. Il a fallu attendre ensuite 2013 pour voir arriver Intent à Paris, donc décembre 2013, qui était vraiment la première enseigne en France. Et je vous ai mis anecdotiquement, mais en gros Adventure Room, parce que c'était le premier que j'ai fait moi, mais quoi qu'il arrive, c'était le premier dans la région Alpes-Maritimes-Var, à Toulon. Et nous, donc, on est arrivé début 2016. Et pour que vous voyez un petit peu l'évolution du marché, ça c'est des chiffres Escape Game Paris qui datent d'il y a quelques jours, donc ça a encore évolué, ça évolue tous les jours. On est à plus de 600 enseignes en France, plus de 1630 salles, j'en doute pas aujourd'hui. Donc voilà, Intent, ils sont arrivés en France par là. Non, pardon, oui c'est ça, par ici. Nous on est arrivé par là, et en gros maintenant on en est là-haut. Donc depuis qu'on a ouvert, ça a plus que triplé en termes de nombre de complexes en France et dans le monde, plus que triplé dans le monde d'ailleurs. Donc c'est à la fois une excellente chose, et à la fois il y a ses limites. C'est une excellente chose parce que pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'essayer, vous ne pouvez pas rejouer 2 fois dans la même salle. Une fois que vous avez fait une aventure, il n'y a plus l'effet de surprise sur le décor, sur tout ce qui est à l'intérieur. Aucun intérêt de rejouer une deuxième fois la même salle, à mes yeux. Par contre, effectivement, le fait que différents complexes ouvrent, ça permet aux gens d'être amenés à rejouer ailleurs, et ça permet du coup de créer une dynamique. Plutôt que les gens essayent le concept une seule fois, ils viennent jouer chez nous une salle, 2 salles, puis on n'en a plus, donc ils arrêtent. Et ben les gens vont jouer à droite, à gauche, et du coup ça crée une dynamique de jeu qui fait qu'aujourd'hui, l'escape game, 4 ans après l'arrivée en France, c'est toujours un marché très dynamique. Ça a aussi ses limites, bien sûr, puisque aujourd'hui en Alpes-Maritimes, on est une des régions les plus denses en France en termes de salles par habitant. Donc forcément, en période creuse, il n'y a pas forcément la possibilité de remplir pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le bassin de population suffisant pour que tout le monde arrive à remplir. Mais il faut le nuancer par, encore une fois, le fait qu'on a une vraie synergie entre gérants d'escape. On se connaît presque tous, et donc du coup on travaille beaucoup main dans la main, on va jouer les uns chez les autres, et on essaye de faire ça en bonne intelligence. Donc voilà un petit peu pour l'historique, pour présenter tout ça. Maintenant je vais rentrer un petit peu dans le cœur du sujet qui va intéresser un peu plus ceux qui développent, et de manière générale les autres, j'en suis sûr. Je voulais vous parler un petit peu d'atmosphère. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction que ce que j'avais en premier en tête, c'était de proposer aux gens de se déconnecter de la vie réelle. Pour moi, c'est vraiment un objectif premier, avant même les divertir, avant même leur proposer des énigmes, c'est réfléchir à comment réussir à leur faire oublier leur quotidien, qui est riche en aventures bien sûr, mais aussi en problèmes, et comment les faire déconnecter et partir dans autre chose. Quand vous arrivez chez nous, clairement, vous arrivez dans un endroit qui vous plonge vraiment dans votre quotidien, puisqu'on est dans la zone industrielle des Tourades. Donc pour ceux qui connaissent, c'est clairement pas l'endroit qui fait le plus rêver au monde. J'adore ma zone, mais clairement, c'est vrai qu'on est dans une zone qui est assez ancienne, qui est riche en commerces divers et variés, électroménager, literie. On a un petit peu tout, c'est très dense en circulation, donc c'est une zone dynamique. Du coup, voilà, on n'est pas du tout coupé de sa vie quotidienne. Vous arrivez ensuite dans notre hall d'entrée qui est on ne peut plus standard, pas tout récent non plus, pas très moderne, mais bon, standard. Et donc là, le défi, c'est de dire, voilà, les gens arrivent chez nous, comment faire en sorte de créer déjà quelque chose qui fait qu'on les aide à se déconnecter, à devenir acteurs de l'aventure qui les attend. Première étape chez nous, on a essayé de travailler sur une porte un petit peu originale pour commencer un petit peu à titiller l'imagination des gens, se dire, voilà, il doit se passer quelque chose quand même un peu étrange derrière. Commencer à les aider à se déconnecter. Quand vous arrivez dans notre pièce d'accueil, on a voulu, pareil, créer une atmosphère qui est un peu dans un style loft industriel. Ce que j'avais en tête depuis le début, c'était le concept d'usine à rêve, c'est-à-dire comment justifier aux gens qu'on les met dans une pièce et qu'on leur demande, s'il vous plaît, il va falloir jouer le jeu, vous êtes dans telle aventure, donc à vous d'être les héros de cette histoire. Pour le justifier, personnellement, j'ai fait le choix de l'usine à rêve, parce que voilà, chaque pièce est un rêve, et la salle du briefing est l'usine dans laquelle on va vous expliquer un peu ce qui va vous arriver. Donc les gens, on les accueille, on les briefe. Ce briefing va jouer un rôle aussi primordial dans la mise en situation. On va vraiment leur proposer à la fois de comprendre le concept pour ceux qui ne connaissent pas du tout et à la fois les plonger dans une histoire. Ensuite, point très important, on les ramène dans la première pièce où on va leur faire abandonner tous leurs effets personnels. Alors ça semble anecdotique, mais au-delà des problèmes de captation de vidéos, de photos,
Rares sont les activités de nos jours où on demande aux gens d'abandonner leur téléphone portable. Je ne sais pas si vous réfléchissez dans votre quotidien à quel moment vous avez quitté votre téléphone, c'est de plus en plus rare, malheureusement peut-être. Donc déjà chez nous, il va falloir obligatoirement les enfermer, et c'est un premier symbole aussi de l'abandon de sa vie quotidienne. On met toutes les affaires personnelles dans les casiers, et on va accompagner les joueurs vers un couloir, qui est un peu notre sas d'accès à l'univers qu'ils ont choisi. Donc là vous avez la porte de notre première salle qui était Hold Up à Las Vegas, on reconnaît un peu la roulette dessus. Et toujours pareil, on va travailler sur des éclairages qui sont très sombres. À aucun moment, à partir du moment où ils sont rentrés chez nous, ils n'ont contact avec le soleil. On n'a plus de soleil chez nous une fois qu'ils ont franchi la porte. Et on travaille avec des lumières artificielles, on travaille sur des ambiances. On va même ensuite les mettre complètement dans le noir avant de les faire rentrer, en leur donner ensuite quelques éléments de fil rouge aussi au niveau du scénario. Et puis on les fait rentrer dans l'aventure dans le noir, avec une petite mise en scène sonore, et l'aventure qui va démarrer avec une lumière qui va s'allumer de façon progressive. Donc tout ça, encore une fois, l'objectif, c'est créer une atmosphère, créer une première émotion pour donner le maximum de chance à notre jeu qui arrive derrière, parce que clairement, ce sont eux les héros de l'histoire, donc s'ils ne jouent pas le jeu, ça va être difficile. Donc voilà un petit peu la mise en scène qui a été travaillée, qui a été en fait mon objectif premier, c'est-à-dire qu'avant même de travailler sur la salle de jeu, j'ai voulu travailler sur l'atmosphère et la pièce d'accueil, et ça a été un budget même important en termes de décor pour nous sur l'immersion de départ. Ensuite, je ne vais pas vous parler exactement de ce qu'il y a dans nos salles de jeu, je ne spoil pas parce qu'il y en a qui ne les ont peut-être pas faites, même peut-être l'essentiel d'entre vous, je ne sais pas. Donc je vais plutôt rentrer dans la théorie qui est encore une fois la mienne. Comment on conçoit selon moi un escape room, ou en tout cas quel est mon idéal. C'est-à-dire que je ne prétends pas réussir à faire tout ce que je vais vous présenter, mais c'est l'idéal que j'espère atteindre un jour. Je vous ai mis un magnifique trépied tableau Velleda, tout simplement parce que c'est face à ça que je me suis retrouvé il y a 4 ans quand il a fallu commencer à travailler sur le projet. Il y avait clairement du coup pas d'escape dans les Alpes-Maritimes, donc très peu de moyens de comparaison, on ne savait pas encore les bonnes pratiques, ce qui marchait, ce qui plaisait aux gens. Donc le travail a été de construire une méthodologie qui me permettrait de développer une première salle, et cette méthodologie, le but étant de la garder et de l'enrichir pour derrière être capable de concevoir de nouvelles salles du coup plus puissantes idéalement, mais surtout éventuellement plus rapidement. Bon, ça marche plus ou moins parce qu'on n'est pas si rapide que ça pour l'instant, mais en tout cas plus qualitative au fur et à mesure de l'expérience. Alors concevoir une escape room, pour moi le premier défi que je me suis mis et que je pense être collectif à tous, c'est l'idée de toucher un large public. Pour ceux qui développent du jeu vidéo, demain vous pouvez très bien faire le choix de vous positionner sur un marché de niche et dire voilà, moi je vais faire un jeu très scénarisé avec des personnages qui ont une histoire très complexe, avec beaucoup de cinématiques à l'intérieur. Et du coup, à côté de ça, vous allez sûrement perdre le public qui lui est fan de jeux de shoot et de jeux rallye. Mais vous aurez touché un public que vous avez ciblé, et à l'échelle francophone ou à l'échelle internationale, vous trouverez votre public. La contrainte avec ce qu'on fait, c'est que on touche un public qui est local, qui est régional, parfois touristique, mais ce n'est pas la majorité de notre clientèle. Donc le défi, c'est que si on n'est pas assez grand public, derrière, comment faire pour être rentable, et donc comment faire pour perdurer dans le temps et proposer de nouvelles activités. Pour moi, déjà ça passe par le choix de la thématique de départ. L'équilibre entre grand public et originalité, il était très simple il y a 4 ans. Quand j'ai décidé à 4 ans de faire un braquage de casino en premier scénario, pas plus simple, le gendarme et le voleur c'est la base du jeu chez l'être humain, chez l'essentiel d'entre nous en tout cas. Donc ça inspire forcément les gens quand on leur dit braquer un casino, beaucoup de gens, il y a plein de choses qui se passent dans la tête et ils se projettent facilement. Et du coup l'équilibre grand public original, très simple au début puisque personne ne l'avait fait s'il n'y en avait pas au moment où j'ai commencé à développer la salle. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus il y a de scénarios et plus bien sûr cet équilibre est difficile à trouver puisqu'il faut être capable de proposer des scénarios qu'on ne voit pas ailleurs. Bonjour. Et du coup, à nous d'innover, mais à nous de réfléchir à cet équilibre. C'est-à-dire que moi je me permets, par exemple la 3e salle qui s'appelle Genesis, elle va être même déconseillée aux personnes un peu plus sensibles, parce qu'il y a des choses à l'intérieur un peu particulières, donc on n'est plus dans du grand public, on recentre un petit peu. On peut se le permettre parce qu'on a une salle de jeu qui est le braquage du casino qui est très grand public. Mais je m'assure toujours de ne pas être trop déséquilibré parce que sinon, encore une fois, il y a une question derrière de rentabilité et de perdurer dans le temps. Donc le choix de la thématique, très important pour moi. L'immersion dans l'univers, alors vous allez me dire c'est une évidence, c'est pour toute création, c'est être capable soi-même de s'immerger. Là je vous ai mis un exemple très grossier, mais pour la salle confrérie, l'idée a été bien sûr de faire beaucoup de recherches en amont sur ce qui existe en termes de salles de cérémonie, en termes de cultes divers et variés. Ça a été de se plonger dans différents écrits qui permettent de comprendre un peu ce qui s'est fait chez les Illuminés de Bavière, chez différentes confréries encore une fois. Moi je suis un passionné de cinéma, donc se plonger aussi dans beaucoup de films qui correspondent à l'univers qu'on a choisi.
Alors malheureusement pas que des bons films, soyons bien d'accord, mais c'est surtout des films qui permettent de... pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est se mettre en position de spectateur dans l'univers qu'on a choisi et de chercher à ressentir des émotions, parce que ces émotions qu'on va ressentir en tant que spectateur dans cet univers-là, c'est clairement ce que moi j'ai envie de faire ressentir derrière à mes joueurs dans ce même univers. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer de capter comment le réalisateur a travaillé sa mise en scène, son éclairage, son ambiance de manière générale, et de m'approprier un petit peu tout ça pour moi-même être vraiment dans cet esprit-là. Bon, ça c'est classique, côté se plonger là-dedans. Alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la conception écrite d'un escape game, comment je fonctionne personnellement. On a 3 piliers. Le scénario et ce que j'ai appelé moi le gameplay, alors ceux qui développent des jeux vidéo, peut-être pas ça la même chose, mais en gros moi le gameplay c'est la fluidité du jeu, c'est l'enchaînement des étapes, c'est vraiment le fait que le scénario soit cohérent et avance. Les énigmes et les mécanismes et les décors. Ça, c'est les 3 éléments clés pour moi, je vais vous les détailler. Il faut savoir que suivant les créateurs ou suivant les joueurs surtout, on n'a pas du tout la même importance en fonction de ces 3 points. C'est-à-dire que certains sont passionnés de scénarios, ils aiment les scénarios riches, quitte même à ne pas s'intéresser tant que ça aux énigmes, mais vraiment s'ils sont dans une histoire, quand j'ai une histoire forte, ça leur plaît énormément. A l'inverse, on a des joueurs qui clairement sont complètement insensibles au scénario, alors heureusement c'est rare, mais qui n'écouteront pas ce qu'on va leur présenter en amont. Et puis voilà, on a des passionnés de décors qui vont presque passer 1 heure à regarder le décor et puis les énigmes, ce bonus. Donc chacun accorde une place différente à ces 3 éléments. L'idée étant capable de développer du coup un produit, idéalement qui va être capable de satisfaire un peu tout le monde, avec des éléments intéressants dans chacun de ces 3 piliers. Je sais par expérience, pour avoir beaucoup discuté avec mes confrères, que certains vont travailler surtout en amont sur le développement d'un scénario le plus complet possible, beaucoup de pages, dans lequel par la suite ils vont chercher à intégrer des énigmes et surtout être capable, une fois qu'ils ont leur scénario, de réfléchir à comment avoir un décor qui colle à ce scénario-là. Personnellement, je ne travaille pas du tout comme ça. J'ai une méthode de travail qui peut paraître un peu anarchique vu de loin, mais c'est vrai que je marche beaucoup par notes et je cherche au maximum à mettre ces 3 éléments complètement en parallèle. Je m'explique. Il m'arrive régulièrement de me lever un matin et de me dire j'ai un déclic de fou sur un élément du scénario, ça serait vraiment incroyable qu'il se passe ça à ce moment-là de l'aventure, ça serait original, je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc je le mets dans ma petite colonne scénario, c'est vraiment top. Et le fait de le mettre à l'écrit dans ma colonne scénario me fait dire, ouais, ok, j'ai cette idée sur le scénario, mais pour être capable de l'appliquer, forcément, je vais être obligé d'avoir cette pièce de décor qui va avec. Si je ne l'ai pas, scénaristiquement, ils ne comprendront pas. Donc du coup, le fait d'avoir eu cette idée, naturellement, va me permettre de découler sur une idée secondaire qui sera celle du décor. Et ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire que, par exemple, régulièrement, je vais avoir vu un film dans lequel il y a une action du héros qui est juste géniale, et je me dis, mais ça aurait été extraordinaire d'être capable de reproduire cette action avec un mécanisme électronique. Donc on va réfléchir à comment développer ça, on va le mettre par écrit, même chose, dans la petite colonne mécanisme, et on va se dire, oui, effectivement, on peut le faire, on peut développer ce mécanisme-là, mais pourquoi? Pourquoi il se passerait ça dans l'aventure? Et dans ce cas-là, on va se dire, peut-être qu'on peut adapter le scénario et que dans le scénario, il se passe ça à ce moment-là, et dans ce cas-là, on peut intégrer le mécanisme. Ou à l'inverse, on va se dire, le mécanisme est génial, par contre, il n'a rien à faire dans cette salle, c'est complètement incohérent par rapport au scénario. Dans ce cas-là, on va le mettre de côté et on va éventuellement réfléchir à le réutiliser dans une prochaine aventure. Donc voilà, ces 3 éléments qui, pour moi, sont vraiment à travailler de façon parallèle, et je vais avancer dans mes colonnes petit à petit et réfléchir à éliminer des éléments ou à rajouter au fur et à mesure. Pour expliciter un peu ça, je vais rentrer dans les détails. Le scénario, déjà, j'ai mis donner du sens. Alors, à mes yeux, encore une fois, en tant que joueur, depuis 4 ans, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'escape, un peu trop même. Donc du coup, je suis moi-même passionné d'escape, j'adore en jouer, avant même en développer. Et du coup, je trouve que c'est un des vrais axes de travail et d'évolution dans l'escape game en France et dans le monde, c'est le développement du scénario. On a toujours beaucoup d'escape games qui proposent en fait un scénario de départ qui est présenté au moment du briefing. Et une fois que vous êtes lancé dans votre aventure, vous éclatez, vous enchaînez des énigmes, des mécanismes, mais plein de choses qui au final ne vont pas vraiment vous apporter de billes par rapport au scénario, et vous allez finir votre aventure, vous êtes éclaté, mais c'est vrai que du coup vous allez vous dire, effectivement on en est resté à peu près au même point au niveau du scénario. Parmi mes salles préférées sont comme ça, donc je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que personnellement, dans les objectifs à venir, c'est vraiment d'essayer d'aller plus loin dans la scénarisation des aventures.
J'aime pas les scénarios trop compliqués, c'est très personnel. S'il y a trop d'éléments à retenir, je suis perdu. Mais pas trop simple non plus. Notre braquage de casino était le plus grand public, donc honnêtement, le scénario, c'est vous devez trouver l'argent, braquer un coffre et ressortir avant que la police arrive. On ne peut pas faire plus basique en termes de scénario, mais c'est notre salle le plus grand public. La confrérie commence à se complexifier un peu, et la troisième qui arrive un petit peu plus aussi. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à comment donner de la qualité, toujours plus de qualité à l'escape game via le scénario. Il y a une enseigne pour moi en France qui est référente là-dessus, c'est la Loc Academy à Paris. Si vous êtes amené à aller à Paris à jouer des salles, j'adore littéralement leurs aventures parce qu'ils ont réussi à avoir une qualité scénaristique incroyable et du coup une qualité globale, ils développent tout, tout est vraiment génial. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment des piliers là-dessus. Et j'ai mis riche de ces surprises, notamment twist. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le terme twist. Personnellement, encore une fois, pour imager, ça sera le cinéma. C'est ce genre de film où, en gros, pendant toute l'aventure, vous êtes persuadé d'avoir compris l'histoire, et arrivé à la fin, il se passe un truc qui fait qu'en fait, vous découvrez que vous n'aviez absolument rien compris et que l'histoire est tout autre. Ou bien vous compreniez rien pendant le film, et à la fin, il y a un twist qui vous permet de comprendre l'histoire. Mais le twist, c'est pour moi un effet incroyable parce que c'est d'être capable de surprendre les gens juste avec le scénario, donc juste avec l'histoire. Le twist scénaristique, c'est quelque chose, on essaye tous plus ou moins de s'y mettre. Et voilà, il y en a un dans la confrérie et le but c'est dans la troisième d'en avoir un ou deux aussi, d'être capable de créer des retournements de situation dans le scénario. Donc ça c'est la partie scénario, la partie énigmes et mécanismes. Mécanique de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi il est indispensable quand on développe une salle d'escape game qu'il y ait des réelles étapes physiques. On le constate au quotidien, rien de plus frustrant pour une équipe de passer 20 minutes au début d'une aventure à réfléchir sur quelque chose de purement théorique et d'aboutir à rien. Ça crée toute dynamique d'équipe, ça casse toute dynamique d'équipe, on perd vraiment l'énergie de départ. Globalement, c'est le cas dans tous les escapes, il faut des étapes physiques. Il faut avoir un sentiment de progresser. Pour progresser, ça peut être tout bête, ça peut être l'ouverture d'une boîte avec une clé, ça peut être un cadenas qui s'ouvre, ça peut être une porte qui s'ouvre, ça peut être plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des évolutions permanentes, plus ou moins difficiles. En gros, en général, beaucoup dans nos développements, on commence par des énigmes un petit peu plus simples qui permettent rapidement de débloquer des étapes physiques. Et ensuite, on a des étapes plus difficiles au milieu du jeu, puisque là, l'équipe a l'énergie du début et de la réussite. Et en général, on finit sur des énigmes un peu plus rapides, plus simples à la fin, toujours pareil, pour recréer une dynamique de fin et sortir un petit peu à 200 à l'heure. Ces mécaniques de jeu, ça a été théorisé. Je ne sais pas exactement par qui, mais en tout cas à l'échelle du monde, en tant que gérant d'escape, on parle beaucoup de génération de mécaniques de jeu. L'origine de l'escape game, au tout début, quand on a commencé à en faire, la première génération, les mécaniques de jeu, en général, finissaient toujours sur un cadenas. C'était en gros, vous aviez à résoudre une énigme, ça vous donnait un code, vous débloquiez un cadenas qui vous permettait d'avoir d'autres éléments pour arriver à une autre énigme. Ou éventuellement, vous fouillez une pièce, vous trouvez une clé, toujours pareil, on débloque un cadenas, c'est une étape physique, on avance. Donc ça, c'est vraiment ce qui est à l'origine de l'escape game, c'est ce qui continue à être pratiqué beaucoup aujourd'hui. Et clairement, il y a des excellentes salles en France qui sont en génération 1. Le fait d'être en génération 1 ne veut pas dire du tout que c'est démodé. Bon, soyons bien d'accord que je ne dise pas de bêtises. La seule chose, c'est que plus le temps passe, plus les gens prennent de l'expérience, plus c'est difficile de surprendre les gens avec une salle avec des mécaniques simples, parce que ils en ont déjà vu, des cadenas, c'est ce genre de choses. Donc si on reste sur une génération 1, il faut leur proposer quelque chose de nouveau à côté. Ça peut être au niveau du scénario, de la mise en scène, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mais voilà, les choses ont évolué aussi. Petit à petit est arrivé de génération 2, donc c'est-à-dire un peu plus d'électronique. On a commencé à voir dans les salles d'escape game des boutons, des petites énigmes vraiment électroniques qui allaient déclencher une petite gâche électrique ou un électroaimant. On a commencé à avoir des effets de lumière, des petits bruitages. Donc l'électronique, petit à petit, est arrivée dans les salles d'escape game. Et la génération 3, c'est ce qu'on a essayé de développer déjà sur la salle Mystère et Confrérie. En fait, la génération 3, c'est prendre tout ce qui marche dans l'escape game, c'est-à-dire les mécaniques purement physiques liées au cadenas, aux clés, l'électronique, les petits modules. Sauf qu'au lieu de réfléchir aux choses de façon individuelle, au lieu de développer une petite énigme électronique, une petite boîte qui s'ouvre avec un cadenas, que des choses individuelles, on va essayer de mettre une intelligence centrale qui va centraliser le jeu et qui va nous permettre d'aller toujours plus loin dans la scénarisation et l'immersion. Alors pour expliciter ça, on va prendre l'exemple de notre salle Mystère et Confrérie. On a développé un serveur avec un programme. Ce programme, il est capable de communiquer, alors pas avec les cadenas, on ne sait pas encore faire, par contre, il est capable de communiquer avec l'intégralité de l'électronique de la salle, avec les lumières, avec les musiques, avec chacun des modules de jeu.
Et donc du coup, plutôt que proposer aux gens ce qu'on faisait en génération 2, qui était juste j'appuie sur des boutons, je valide une énigme, ça ouvre quelque chose, là on va proposer aux gens, en fait, quand ils vont commencer à jouer avec une énigme, l'énigme va communiquer avec le programme central, et donc ce programme il va dire ok, ils sont en train de faire cette énigme-là, ça y est, ils l'ont validé. La personne qui a développé le jeu derrière m'a proposé une petite mise en scène, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dire aux éclairages de la pièce de s'éteindre, puisqu'ils ont validé l'énigme, je vais aller déclencher un petit bruitage avant de faire l'ouverture, et je vais ensuite désactiver, pourquoi pas, le jeu sur lequel ils étaient en train de jouer, pour faire en sorte que s'ils continuent à jouer avec, le jeu ne fonctionne plus, et donc du coup ils comprennent qu'ils ont vraiment évolué dans l'aventure. Donc l'idée c'est que cette génération 3, c'est vraiment de créer pas une intelligence artificielle, on n'est pas là, mais un programme qui est au service de la création d'escape game, de moi pour le coup sur nos salles, et qui va me permettre à l'intérieur de ce programme de dire voilà la mise en scène que je veux, voilà comment le jeu va s'enchaîner, voilà la musique que je veux à l'intérieur, et ça nous permet d'aller un petit peu plus loin toujours au niveau de l'immersion. Et j'ai mis et après, parce qu'en gros, chacun annonce ce qu'il veut en termes de futures générations de mécaniques de jeu. Chez nous, on travaille sur les jeux évolutifs. Alors, c'est nous qui avons appelé ça comme ça, je ne sais pas du tout si c'est officiel. Mais ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup d'escapes, dont nous au début, on demandait aux gens, avant de rentrer dans l'aventure, est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que c'est une première fois? Du coup, vous en avez déjà fait? Est-ce que vous voulez un jeu un petit peu plus difficile? Est-ce que vous voulez qu'on vous le mette en mode difficile? Ou est-ce que vous voulez mode facile? Donc, on posait la question avant et ça nous permettait de courir dans la salle et éventuellement de rajouter des éléments pour rajouter une énigme. Sauf que, clairement, c'est pas hyper efficace. Pourquoi? Parce qu'on a eu des surprises incroyables avec des équipes qui jouaient pour la première fois et qui nous ont presque pulvérisé la salle. Et à l'inverse, on a des équipes très expérimentées qui, ce jour-là, n'ont pas accroché, n'ont pas réussi à avoir la bonne synergie pour tout résoudre, et qui, du coup, avaient demandé le mode difficile et qui, du coup, n'ont pas pu voir l'essentiel de l'aventure. Donc, du coup, le grand projet qui, j'espère, arrivera sur la salle 3, on l'a commencé à intégrer, mais encore plus sur les suivantes, c'est des jeux évolutifs en temps réel. C'est-à-dire un programme qui va encore plus loin et qui est capable d'adapter le niveau du jeu en temps réel par rapport au niveau de l'équipe. Étant donné qu'on n'a qu'une heure pour les convaincre, pour les faire s'amuser, on propose un jeu où, en fonction d'où ils en sont dans le jeu par rapport au timing du jeu, eh bien, les énigmes vont pourquoi pas devenir plus difficiles en temps réel. Je ne vais pas vous dire exactement comment, mais il faudra bien essayer, mais les énigmes vont se corser en temps réel. Ou de la même façon, pourquoi pas proposer des fins alternatives. Si l'équipe est vraiment en retard, elle aura un vrai final. Parce qu'à mes yeux, c'est important de proposer une aventure de A à Z, et pas de finir au milieu de l'aventure. Donc voilà, dans les projets qui arrivent, c'est vraiment ça, c'est de façon complètement automatisée. Une petite intelligence qui est capable de dire voilà le niveau de l'équipe, voilà ce qu'on constate, et voilà le niveau qu'on va lui mettre en temps réel dans l'aventure. Après, voilà, il y en a qui parlent de rejouabilité, moi j'y crois pas vraiment, parce que c'est difficile de refaire la même salle, le décor ne changeant pas. À mes yeux, ça gâche l'effet de surprise. Il y a plein de choses qui arrivent, et j'en suis sûr qui vont être très stimulantes pour la suite en termes de mécanique de jeu. J'espère que je ne vais pas trop vite, vous m'arrêtez si jamais vous ne comprenez rien. J'ai mis aussi un petit point sur le gameplay et la mise en scène. Le gameplay, toujours pareil, l'enchaînement des étapes, la fluidité du jeu. Chez nous, un jeu, il est définitivement validé que si on a réussi à avoir des équipes qui l'ont joué sans aucun indice. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait d'escape game, sachez-le, ça n'arrive pratiquement jamais. Globalement, on est toujours sur entre 5 et 20 indices par équipe. Donc ça doit pouvoir arriver. Si aucune équipe, pour moi, encore une fois dans ma façon de voir les choses, si aucune équipe n'a jamais réussi à jouer la salle sans indice, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a un problème de conception et d'enchaînement. On a eu des équipes qui en ont fait 150, 200, 250 salles, donc des équipes qui ont une expérience incroyable et qui du coup ont réussi à jouer les salles sans indice. Et ça pour moi, pour que la salle soit validée, c'est vraiment indispensable. Une action, un résultat, dans la fluidité, dans la mise en scène, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rien de plus horrible, même à titre personnel en termes de joueurs, de faire une énigme. On pense qu'on n'a pas réussi, on passe à autre chose, un quart d'heure d'après, le Game Master nous dit non mais en fait vous l'aviez résolu, c'est juste que ça a ouvert là-bas, vous n'avez pas vu. Ah ok, donc du coup c'est très frustrant, donc toujours pareil dans la mise en scène, on essaye d'améliorer ça pour qu'une action entraîne un résultat visible et que tout le monde soit capable de se rendre compte de ce qui se passe en fonction de ce qu'ils ont fait. Et j'ai mis enfin la recherche de l'émotion, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais ce qu'on appelle le wow effect. Pour moi, l'émotion est encore plus importante que les énigmes. Si vous me demandez une semaine après avoir fait une salle les énigmes qu'il y avait à l'intérieur, déjà je ne vous dirai pas, je ne vais pas vous spoiler, mais surtout j'aurais oublié. J'aurais oublié l'essentiel des petites énigmes. Par contre, si vous me demandez ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai fait un escape game, le premier démarrage, la première fois que j'ai eu extrêmement peur dans une salle qui faisait très peur, celle où on m'a fait rêver avec une pièce de décor incroyable, et ça je m'en souviens. Je m'en souviens parce que l'émotion, c'est ce qui marque le plus.
Et le wow effect, c'est en gros c'est la réaction naturelle de notre corps humain face à quelque chose qui nous impressionne. Un effet qui peut venir du scénario, encore une fois, qui peut venir du décor, plein de choses. Mais c'est ça qu'on recherche, c'est le wow effect. On essaie d'en avoir au moins un gros par aventure. Après, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas tous sensibles de la même façon. Il y en a qui ne réagissent absolument à rien, il y en a d'autres qui réagissent à tout. Mais on essaye au maximum de développer ce genre de choses. Et enfin, dernier point, je vous ai parlé scénario, énigme, mécanisme, le décor. Pareil, moi c'est vrai qu'à titre personnel, j'avais vraiment envie d'avoir dès le début une aventure la plus immersive possible au niveau du décor. Donc on s'est positionné voilà, avec des décorateurs de par l'attraction pour essayer d'avoir quelque chose d'assez qualitatif. C'est pas chez nous, hein. Aucun visuel que vous verrez sont chez nous, on garde surprise. Donc l'objectif pour moi avec le décor, toujours pareil, déconnecté de la vie réelle, proposer quelque chose que vous ne verriez pas dans la vie de tous les jours. J'aime bien les pièces massives de décor parce que clairement en général vous n'en croisez pas à tous les coins de rue. Toujours notre wow effect hein, avec le décor comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis valorisé par la mise en scène, un décor magnifique qui est éclairé par deux néons I2, je ne sais rien contre les néons d'ici, mais en gros des néons qui éclairent comme ça, ça ne rend rien. La mise en scène, l'éclairage fait partie intégrante de la mise en scène, on le voit dans le cinéma, on le voit dans le théâtre, dans tout. Donc surtout ne pas sous-estimer le travail sur l'éclairage. J'ai mis accessoirisation aussi, point trop n'en faut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ça c'est chez nous. Il y a des salles où vous avez une quantité d'accessoires qui est juste incroyable à l'intérieur. C'est à la fois sympa parce que ça crée une immersion encore supplémentaire. Le seul problème, c'est que nous, on le voit presque un groupe sur deux, c'est le phénomène des équipes qui sortent en disant « ça, je ne l'ai pas utilisé, ça ». Eh bien oui, vous ne l'avez pas utilisé parce que c'est un accessoire qui ne sert à rien, c'est là pour faire joli, ça meuble, etc. Mais du coup, surtout sur les équipes débutantes, on a des gens qui se noient, mais alors se noient dans la quantité d'accessoires. Donc c'est vrai qu'on travaille sur des pièces qui sont avec une quantité d'accessoires assez raisonnable, avec toujours la problématique derrière, bien sûr, de remise en place. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que le maître du jeu doit remettre en place la salle. Donc on essaye d'être toujours raisonnable sur l'accessoirisation des salles et éventuellement un peu plus de décor fixé pour meubler. Et enfin, je l'ai mis en dernier, mais j'aurais honnêtement pu le mettre en premier. J'ai mis anticiper le gameplay pour construire durablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de complexes escape games, le budget réparation, le budget entretien est juste phénoménal. Au-delà du problème de comportement, bien sûr on a toujours des gens où on se demande un petit peu pourquoi ils ont cette attitude-là, c'est extrêmement minoritaire. Surtout ce qui se passe, c'est que pendant une heure, on propose aux gens de se déconnecter de leur vie et de faire des choses qui clairement, enfin il faut venir jouer pour comprendre, ils n'auraient jamais fait dans leur vie de tous les jours. Donc forcément, vu qu'on incite les gens à tenter des choses, des manipulations, etc., ben ça amène certaines personnes à tenter un peu tout et n'importe quoi, et donc parfois à faire des choses qui peuvent amener à une casse et qui peuvent être très problématiques pour nous. Donc du coup, pour moi, quand on conçoit le décor, il faut absolument anticiper le gameplay, ce qui va se passer à l'intérieur. Imaginons vous faites une salle Égypte, là vous vous dites comment faire une immersion incroyable dans une salle Égypte, tout simplement, on va aller mettre du sable au sol partout. Ça c'est génial, en termes d'immersion c'est fabuleux. Sauf qu'à un moment, vous avez dans votre scénario décidé que vous voulez avoir un tube en métal qui est soudé au mur, et dans ce tube, ils trouvent une lance, ils enfoncent la lance dans le tube, et là, ça déclenche un mécanisme, c'est génial, c'est fabuleux, l'idée est extraordinaire. Sauf que vous pouvez tourner bien un mois ou deux, et vous allez voir très rapidement, vous allez avoir des équipes, ils vont prendre le sable, ils vont rentrer dans le tube, tout l'électronique est mort, et le groupe d'après, c'est fini. Donc, deux idées qui peuvent être géniales, sauf que mises ensemble, ça peut entraîner des problématiques majeures, et empêcher la salle de tourner. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne cite pas des exemples très précis que j'ai connus personnellement parce que je ne veux pas vous spoiler encore une fois. Mais ça veut dire ça veut dire surtout anticipons la façon dont le déroulé du jeu va se passer, ce que les gens vont avoir sous la main pour être sûr derrière d'avoir un décor qui tient la route. Voilà les trois éléments que je viens de vous expliciter. J'ai mis la petite chaise de réalisateur, chef d'orchestre juste pour redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire vraiment le côté, mon boulot après, et à travers l'écriture et tout ça, les lumières, c'est de faire un travail de réalisateur à mes yeux, et de chef d'orchestre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tout ça est fait, ça c'est une partie qui se fait de façon assez seule, on va dire, même si maintenant certains maîtres du jeu participent au développement des aventures, mais le côté chef d'orchestre, ça arrive par la suite, c'est être capable ensuite de coordonner son équipe pour passer de cette étape qui est purement théorique à une étape physique, à une vraie salle. Je vous ai mis 2-3 visuels qui, je vous rassure encore une fois, n'ont pas du tout été validés, donc il n'y a aucun spoiler là-dedans. Mais en gros, voilà comment on travaille, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a toutes nos idées, une fois qu'on a toutes nos notes, plein de choses, et ben de la même façon qu'un storyboard au cinéma, on vient mettre sur papier des scènes que j'ai en tête, des choses, des déroulés de l'aventure,
Ça se passe encore une fois déjà sur des petits crayonnements. Et ensuite, on travaille bien sûr avec l'outil informatique, comme pour le développement de jeux vidéo, même si je ne sais pas si on utilise exactement les mêmes logiciels, mais en gros, on vient modéliser en 3D ce qu'on a imaginé. La modélisation 3D, elle est très intéressante parce que ça permet de se rendre compte des surfaces, voir si oui ou non c'est jouable. On va aller intégrer des joueurs à l'intérieur, on va voir si les volumes sont suffisants, si les pièces de décor ne sont pas amenées à se gêner les unes les autres. Et ça, c'est un travail qui prend énormément de temps en amont, et qui va nous permettre surtout d'aboutir au final à des vrais plans d'architectes qui vont nous permettre d'avoir des codes très précises pour les décors qu'on va mettre en place, pour les murs qu'on doit monter. Et donc la salle, en fait, avant qu'elle soit prête, on l'a de façon complètement numérique. Et donc on va s'appuyer sur tout ça pour réussir ensuite à lancer les travaux. Alors je vous passe rapidement, mais j'ai mis des images d'illustration pour montrer les travaux qu'on a menés. J'ai mis la pièce d'accueil pour ne pas spoiler les salles encore une fois, il y a bien peu poussé dans les salles, mais l'idée c'est voilà, chef d'orchestre parce que derrière il faut être capable sur le chantier de faire évoluer le projet. On a pas loin de 10 km de câbles au total chez nous, entre l'électronique, le son, les lumières, etc. Et on développe ensuite tout l'électronique sur mesure. C'est en gros être capable de passer de la théorie, du mécanisme qu'on a imaginé, du scénario qu'on a imaginé, faire un cahier des charges sur comment adapter ça et fabriquer l'électronique qui nous permet d'arriver au résultat qu'on veut, puisque ça ne se trouve pas chez Leclerc malheureusement. Donc voilà, toute une partie conception. Encore une fois, je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que ça serait préjudiciable, mais voilà, un aperçu sombre pour pas qu'on montre ce qui se passe dans les salles. Finir un petit peu sur la partie immersion. La réussite de l'immersion au-delà de la salle, pour moi, elle se joue aussi à l'équipe et au Game Master. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un petit peu difficile à comprendre, mais bien sûr que la qualité de la salle de jeu est primordiale. Ça c'est des chiffres à moi, ça ne veut rien dire du tout, j'ai mis ça pour imager. Certains diront bien sûr que 80% de la qualité de l'immersion c'est la salle. J'ai mis 50 pour dire que plus vous allez faire une salle de qualité, plus vous avez de chances de réussir l'immersion et de faire plaisir aux gens. Sauf que la réalité du terrain, ça on le découvre après, c'est qu'il ne suffit pas uniquement de la salle. La qualité de l'équipe a un rôle important, je vous le dis à vous, on est entre nous, c'est bien sûr je ne présente pas ça à mes clients quand ils arrivent, mais l'idée c'est quoi? Ça veut dire qualité de l'équipe, surtout ça ne veut pas dire est-ce que les gens sont intelligents, est-ce que les gens ne sont pas du tout intelligents, je vous rassure, c'est pas ça du tout. L'idée c'est de dire est-ce que ce jour-là, les gens qui se sont rassemblés ensemble, est-ce qu'ils vont fonctionner ensemble? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir la bonne synergie, d'avoir une cohésion commune où personne ne va se sentir à l'écart? Est-ce qu'ils vont être capables de vraiment se sentir en forme pour se lancer dans cette aventure-là? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus fatigué ou qui n'a pas bien mangé, etc., etc. Tout ça fait que le ressenti se joue aussi beaucoup à l'équipe et beaucoup au Game Master qu'il y a derrière. Alors le rôle du Game Master, j'en ai très peu parlé, mais c'est un pilier chez nous et de manière générale dans l'Escape Game. J'ai mis son poste de travail juste pour que vous ayez un aperçu un peu de ce qu'il fait. On ne voit pas grand-chose, mais en gros, il a les salles de jeu qui apparaissent en vidéosurveillance. Le Game Master, j'ai mis 25% de responsabilité de l'immersion, peut-être que c'est plus. C'est quelqu'un qui va être capable, dès l'arrivée du groupe, de transmettre déjà son énergie. Il y a des groupes qui vont arriver peut-être fatigués, ils ont une grosse soirée la veille ou X raisons. Donc ça va être à lui dont on repose la responsabilité de donner cette énergie au groupe à travers le sourire déjà bien sûr, puis la qualité du briefing qui va derrière, la qualité de l'immersion, l'énergie qu'il va donner. C'est quelqu'un qui va être, une fois qu'il lance son équipe, qui va devoir s'adapter et comprendre à qui il a affaire en quelques minutes. Chaque équipe est complètement différente. On se remet en question à chaque groupe. Une équipe va adorer les indices. Mais alors, il y a des équipes qui, clairement, si on ne leur envoie pas un indice toutes les minutes et demie, ils s'ennuient. Et ils aiment avoir de l'aide. A l'inverse, il y a des joueurs passionnés qui, si on leur donne plus d'un indice tous les 10 minutes, vont commencer un peu à se vexer. Donc du coup, le rôle du Game Master, c'est de comprendre ça et d'être capable de s'adapter au maximum, au mieux, pour trouver un équilibre et que quoi qu'il arrive, il faut que l'essentiel des gens, pour nous, aient vu l'essentiel de l'aventure. Parce que le défi, c'est, oui, ils seront peut-être pas très contents si on leur donne 2 indices de plus que ce qu'ils avaient voulu, puisqu'ils préfèrent jouer sans indice, mais en même temps, s'ils perdent en ayant vu que la moitié, ils peuvent pas rejouer, donc c'est quand même dommage. Donc le Game Master, c'est lui qui fait tampon, c'est lui qui a un rôle énorme et qui ensuite va assurer le retour à la réalité, ce que nous on appelle le retour au calme dans l'animation aussi, c'est d'être capable de faire redescendre les gens après l'aventure, de valoriser ce qu'ils ont réussi, de parler un petit peu de ce qu'ils ont eu plus de difficultés, mais toujours en valorisant. Et donc voilà, il a un rôle clé. Et du coup, c'est vrai qu'on a de la chance, pour l'instant on a des bons retours par rapport à ça, donc je les remercie, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je les remercie pour la qualité de leur travail, parce que vraiment c'est un rôle vraiment primordial. Donc voilà un peu pour tout ce que je voulais vous dire sur l'escape game de manière générale, le rôle du Game Master pour finir. Je voulais juste conclure
sur une petite image. Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi je mets ça. Mais en gros, je voulais parler d'avenir de l'escape game. Je vous ai parlé d'avenir des mécaniques de jeu. Donc, qu'est-ce qui va arriver après en termes de mécanismes. Maintenant, parlons de manière générale, qu'est-ce qui nous attend sur l'escape game. Tous les clients, une équipe sur deux me demande à la fin, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de mode ou est-ce qu'il y a une chance que ça continue? C'est vrai que pour moi, ça fait bientôt 3 ans qu'on est ouvert. J'ai envie de dire, écoutez, je me posais la question il y a 3 ans, on est toujours là, donc normalement c'est bon signe. À mes yeux, on est vraiment sur une dynamique qui n'est pas prête de s'arrêter, mais pour qu'elle ne s'arrête pas, il faut qu'elle évolue. Je suis persuadé qu'on ne va pas être capable de reproposer les mêmes choses éternellement. Et donc parmi les évolutions possibles, à mes yeux, il y a vraiment le côté scénario que je parlais tout à l'heure. J'ai mis cette image du jeu vidéo Detroit Become Human, tout simplement parce qu'en fait, je suis personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas du tout expert en jeux vidéo, mais j'avais pratiquement jamais joué avant de commencer ça. Et j'ai des maîtres du jeu maintenant qui sont passionnés de jeux vidéo, donc qui m'en parlent un peu, qui donnent de l'inspiration du jeu vidéo alors que moi je le prenais plus dans le cinéma. Et j'ai eu l'opportunité de voir une conférence de David Cage, qui est donc le patron de Quantic Dream, qui développe ce jeu. Une conférence qui était partagée justement par la Loc Academy à Paris, pour les citer. Et ce monsieur était absolument passionnant, et pendant 1 heure, il parlait justement d'évolution du jeu vidéo et comment essayer de donner plus de place au scénario dans le jeu vidéo, et surtout comment essayer de faire ressentir des émotions aux joueurs. Je m'explique, j'y ai pas joué, mais de ce que je sais, dans ce jeu, vous avez en gros à prendre la place d'un androïde dans une civilisation, et en gros, vous allez plus ou moins ressentir la ségrégation des humains contre les androïdes, et vous êtes vraiment dans sa position à lui. Et ce qu'il explique dans cette conférence, la personne qui a développé ce jeu-là, qui est au cœur de la société qui développe ce jeu, c'est que pour lui, il y a encore énormément de choses à faire dans le jeu vidéo pour permettre aux gens d'aller plus loin dans la scénarisation et surtout pour être capable de faire réfléchir les gens. Au-delà du ludique, c'est essayer de se faire proposer aux gens en même temps de s'amuser, de se poser des questions, d'aller plus loin vraiment voilà, dans l'aventure. Et donc du coup, ma vision moi, de l'avenir de l'escape game, c'est aussi de se dire, voilà, il y a plein de choses à récupérer partout, dont le jeu vidéo qui est peut-être en avance sur nous. Le jeu vidéo est arrivé avant la réalité, donc pour moi, ils sont peut-être en avance sur nous. Et il y a sûrement plein de possibilités d'évolution voilà, en termes de scénarisation pour l'escape game. Et puis voilà, ce que j'avais un petit peu à vous dire, je pense que j'ai fait le tour. Mon slide d'après, c'est merci. Donc je vais faire 45 minutes, je crois que j'ai été plus long, j'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, merci à vous. Alors, je sais pas, j'ai le temps s'il y en a qui ont des questions ou... Oui. Ouais, il y en a qui ont des questions, dites-moi tout. Oui. Alors, moi, c'est une question, c'est sur le... Parce que je sais que le maître du jeu, il suit une sorte de timeline pour donner les indices. Ça, c'est au niveau du scénario ou vous faites plein de tests avant de... Alors, voilà, chacun a sa façon de fonctionner. C'est vrai que beaucoup d'escape games ont, comme vous le dites, un principe de timeline, c'est-à-dire c'est à tel moment ils n'en sont pas à tel endroit, c'est qu'ils sont en retard, donc il faut les aider un peu plus. Personnellement, je fonctionne, mais alors pas du tout comme ça. C'est-à-dire que j'estime que suivant le profil de l'équipe qu'on a à l'intérieur, on n'a pas forcément le même intérêt à les aider au même moment. Une équipe qu'on sait vraiment forte, qui a de l'expérience en tout cas, va avoir par exemple un début de partie très très fort, ils vont enchaîner très vite, et puis d'un coup ils vont bloquer sur une énigme qui va leur faire perdre énormément de temps. Sauf qu'on sait que vu le niveau qu'ils ont, ils vont être capables d'après de rattraper ce retard sur les autres énigmes. Donc du coup on va réfléchir ça de façon plus globale, et on va plutôt se poser la question de dire quel profil on a d'équipe à l'intérieur, quelle marge de manœuvre on a devant nous, et du coup on adapte en temps réel par rapport à qui on a à l'intérieur. Le seul problème, c'est que ça demande une formation très longue pour les maîtres du jeu. Notre maître du jeu, il reste minimum 1 mois et demi en formation. J'ai du mal à lâcher les maîtres du jeu avant de les laisser autonomes, parce que voilà, on n'a pas de timeline justement. On ne cherche plus à ressentir ce que les joueurs ressentent, à se projeter un petit peu. Et derrière, voilà, on a une marge de manœuvre de 1 heure. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas se permettre de leur ajouter une demi-heure de jeu, parce qu'il y a une autre équipe qui arrive derrière. Donc voilà, comment on fonctionne un peu chez nous. Oui, tu parlais tout à l'heure du fait que tu devais anticiper le gameplay pour éviter les problèmes derrière. Est-ce que tu as des anecdotes assez drôles de trucs auxquels tu t'y attendais pas et des équipes qui t'ont surprise? Alors, le problème, c'est comment dire sans spoiler, c'est un petit peu difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on est
même 2 ans et demi après avoir ouvert le casino, j'arrive toujours à me fendre la poire devant une partie en me disant mais comment ils ont pu avoir l'idée de faire ça alors que personne n'avait encore eu l'idée depuis 2 ans et demi. Donc on se trouve toujours face à des situations où effectivement, moi je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de se déconnecter, on propose aux gens de rentrer dans une histoire, donc les gens, mais il y a des gens ils vont y rentrer vraiment à fond, à 200%, et donc du coup des fois ils vont imaginer des trucs en se disant mais attends si on fait ça, ça et ça, peut-être qu'il va se passer ça, et là derrière on se dit ouais, je sais pas comment il a pu s'imaginer ça, mais effectivement ça aurait pu être une bonne idée, pourquoi pas. Après ça va être dur de citer un cas précis sans spoiler voilà, les salles. Je donnerai des anecdotes à ceux qui ont fait les salles en private, sinon c'est pas très drôle. Voilà, spoiler. Il y avait d'autres questions, dites-moi tout. Pour avoir ton avis à propos des nouveaux types d'escape game, les escape games VR. Ouais. Est-ce que c'est une évolution du jeu vidéo, du type escape game jeu vidéo, ou une évolution de l'escape game réel C'est une bonne question. Alors, ma réponse ne pourra pas être encore une fois forcément la bonne, puisque c'est un énorme débat, tout comme je vous disais, escape game, jeu de piste et tout ça. C'est pas vraiment une nouveauté. Prisoners à Paris, qui était une des premières enseignes à arriver à Paris, dès le début, ils ont tenté dans une de leurs salles à mettre de la VR, mettre un masque. Sauf que très vite, ils l'ont enlevé parce que ce qu'ils voulaient eux, c'était mélanger le côté escape game réel et intégrer un masque à l'intérieur pour faire de la VR. Sauf qu'il y a eu un problème de casse immédiat, et puis il y a eu un problème où la fluidité de passer du virtuel au réel ne marchait pas non plus, donc ça n'a pas tenu. Ce qu'on constate effectivement aujourd'hui, c'est l'arrivée de la VR de manière générale, uniquement en VR, et du coup des jeux d'escape game en VR. Je pense que, j'en ai fait un à Paris il y a un mois, donc c'était vraiment génial, je me suis éclaté. De là à dire que c'est un escape game, c'est un peu compliqué. Pour moi, effectivement, on est plus, du coup, si on joue sur les mots, c'est un escape game, et nous on fait du live escape game. C'est-à-dire que ça crée vraiment quelque chose de nouveau. C'est le virtuel avec on l'a fait. Moi j'ai fait un truc avec un sac à dos. Vous n'êtes même pas connecté par des fils. Vous évoluez dans une vraie pièce. Il y a des interactions, il y a des vibrations. Donc on est vraiment relié au réel. C'est super. Moi j'ai adoré. Maintenant c'est vrai qu'on reste pour moi quand même dans un jeu vidéo et je me placerai plus en escape game qu'en live escape game. Et le défi pour ces jeux-là, à mes yeux, pour avoir moi-même m'être intéressé à le développer chez Curious World, c'est comment réussir à avoir un produit qui tienne dans le temps et où on soit sûr que les gens ne puissent pas l'avoir chez eux. Parce que la technologie évolue tellement vite qu'aujourd'hui, les gens ils ont ce genre de choses qui arrivent chez eux. Et il faut savoir que, voilà, encore une fois, pour pouvoir travailler le sujet, ces jeux qui arrivent sont amenés à être obsolètes dans un délai extrêmement court, 1 an. C'est-à-dire que le matériel le jeu ne sera plus mis à jour parce que le matériel deviendra obsolète. Ce qui fait que je ne sais pas encore si c'est l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce n'est pas l'avenir du live escape game. Je suis persuadé que les gens ont besoin de concret, ont besoin d'enlever leur téléphone. Donc ce n'est pas l'avenir du live escape game. Par contre, si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à tenter le coup. Voilà. Mais c'est, à mon avis, plus du jeu vidéo, effectivement, que de l'escape game. Yes. Une salle, économiquement, ça fait 2 ans et demi que vous avez ouvert la première salle. Au bout de combien de temps on se rend compte que les gens, ils l'ont déjà, toutes les personnes qui étaient intéressées l'ont déjà fait, et on se dit, il faudrait peut-être l'enlever et puis en mettre une autre nouvelle à la place. C'est pas très compliqué, c'est purement des chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre salle Hold Up à Vegas, qui est arrivée il y a 2 ans et demi, remplit presque plus que notre salle qu'on a, la nouvelle qui a 1 an. Donc clairement, on n'a aucun intérêt à l'enlever pour le moment, parce que le taux de remplissage est largement suffisant. Mon recul à l'échelle française, en tout cas, je fais partie d'une espèce de fédé où on essaye de se donner des infos, c'est que les salles qui ont duré plus longtemps, en général, c'était 4 ans. Prisoners Paris, qui fait partie des pionniers encore une fois à Paris, et vient de renouveler ses salles, ça a duré 4 ans. Et encore, ils ont un bassin qui est beaucoup plus riche que le nôtre. Parmi les premiers à avoir ouvert, vous avez Lookout à Antibes, pour une salle qui a plus de 3 ans. Donc on espère que ça dure au moins 3-4 ans, mais c'est les chiffres qui vont déterminer effectivement si on change une salle, sachant que chez nous en tout cas, je ne sais pas chez les autres, chez nous on investit une fortune honnêtement dans la mise à jour de nos salles. C'est-à-dire que l'idée c'est que le casino il a 2 ans et demi, depuis on a investi des milliers d'euros pour le faire évoluer, les joueurs ne s'en rendent pas compte. Alors ceux qui l'ont déjà fait, je ne vous invite pas du tout à venir le rejouer, c'est le même jeu, sauf qu'on l'a fait évoluer, c'est-à-dire que des mécanismes qui commençaient un petit peu à s'enrayer, on les a fait mise à jour, et surtout on a rajouté des technologies de gestion pour nous, et du coup qui le rendent beaucoup plus fluide. Et du coup voilà, on est sur des jeux qu'on n'abandonne pas, on laisse pas tourner, on réinvestit dedans pour qu'ils soient toujours au goût du jour. Après, encore une fois, c'est vrai que plus le temps va passer, plus des nouveautés vont arriver, plus forcément les gens auront vu peut-être des choses encore plus incroyables, et du coup si la salle commence à se démoder,
Dans ce cas-là, ça sera le retour des joueurs qui va nous dire le ressenti des joueurs est moins bon qu'avant, et dans ce cas-là, on va changer quoi qu'il arrive. Mais on tape sur 3-4 ans par salle. J'étais un petit peu curieux en fait, quand j'ai déjà fait vos deux salles, et à chaque fois on est accueilli par une seule personne, on ne fait pas la même, mais qui nous accueille, et on a vraiment l'impression d'être seul avec elle, et ça joue sur l'immersion et sur le fait de se sentir intégré dans un univers. Mais du coup, je voulais savoir fonctionner à combien de personnes en tout pour faire tourner vos deux salles. Ça dépend des périodes. Au total, j'ai eu à peu près 8 ou 9 Game Masters, mais ça évolue suivant les périodes. À l'année, on a 2 Game Masters à plein temps qui tournent à l'année, et ensuite sur les vacances scolaires, cet été par exemple, on était 5. Ça varie suivant l'activité. Après, c'est vrai que c'est une philosophie qui est partagée par pas mal de mes confrères, c'est de dire qu'on veut un maître du jeu par aventure. Vous avez des escape games, vous avez un maître du jeu qui suit 2 aventures, malheureusement parfois un maître du jeu qui en suit 3-4, ça, je ne vois pas comment c'est possible. C'est vrai que si on veut réussir à donner l'impression aux gens, et je suis content que vous l'ayez ressenti, qu'on s'occupe vraiment d'eux, il nous faut une personne pour chaque équipe, donc c'est un budget monumental, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas forcément le business le plus rentable dans l'escape game en France, sauf qu'on le fait aussi par passion, et du coup l'idée est vraiment de proposer un briefing individualisé, non pas collectif, et ce suivi individuel aussi. Le maître du jeu ne quitte pas son casque et n'a l'interdiction de quitter son écran pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'a jamais joué, mais nos salles sont remplies de micros omnidirectionnels dans chaque pièce. Ils peuvent entendre le moindre marmonnement que vous dites. Donc n'hésitez pas, ceux qui marmonnent des trucs dans leur barbe, sachez qu'on entend. Je vous garantis qu'on entend tout. Donc réfléchissez bien à ce que vous dites. On prend des notes aussi. Voilà. Donc voilà, le maître du jeu, il est en permanence derrière, et c'est ce qui, j'espère, nous permet de proposer une expérience qualitative et d'être capable de réagir au moins de petits soucis, de réagir. Donc voilà, on a une équipe, 2 personnes à l'année, ça c'est sûr, et vu qu'on explose pendant les périodes de vacances scolaires, on a des maîtres du jeu saisonniers qui reviennent à ce moment-là. Yes. J'avais juste une question en fait par rapport à la durée à peu près standard de 60 minutes. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, peut-être à l'avenir, il y aura peut-être des salles qui, je sais pas, passeront sur un délai de 2 heures, enfin, est-ce que 60 minutes c'est un délai qui vraiment au bout duquel on se sent peut-être plus fatigué, enfin, est-ce que c'est un délai qui a été choisi un peu par hasard ou enfin, il y a une vraie... Je crois qu'il n'a pas été choisi dans le sens où je pense que beaucoup de gens ont repris ce qui s'est fait avant, et voilà. Sauf que bon, c'est 1 heure, c'est assez standard. Pour moi, à mes yeux, il y en a, ça existe, vous avez du 90 minutes, en général vous avez du 70 minutes, en général c'est pour se différencier, c'est purement marketing, c'est pour dire chez nous c'est 70 minutes, donc vous avez 10 minutes de jeu en plus. Moi, je ne vois pas forcément l'intérêt parce qu'en fait, effectivement, il y a un phénomène pas de lassitude, mais d'énergie qui s'essouffle. On rajoute du bonus, encore une fois, c'est secret, on ne le dit pas normalement, mais si vraiment vous êtes un peu en retard, on pourra vous rajouter 5 minutes de bonus, etc. En général, on constate, à partir du moment où le seuil symbolique de l'heure est passé, on sent l'énergie qui commence à manquer, et surtout, il y a une deuxième contrainte monétaire qui fait que l'escape game est déjà une activité qui coûte relativement cher, même s'il y en a qui disent que ça coûte très cher. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 25 € par personne. Si on compare, je sais pas moi, un karting, vous allez vous coûter 22-23 € pour 10 minutes de karting. Là, vous allez passer 1 heure chez nous, et au final, vous avez 2 heures au total qui sont bloquées avec un salarié qui vous est dédié. Donc, effectivement, c'est un prix qui est non négligeable, mais qui se justifie par l'infrastructure qu'il y a derrière. Si on double, c'est le double de loyer pour nous. Donc vous savez où on est sur la Côte d'Azur, les loyers ça pique. Et les salaires, toujours pareil. Donc le problème c'est que pourquoi pas, maintenant c'est être plus élitiste, toucher une clientèle qui sera moins grand public et surtout aller sur des coûts qui encore une fois vont faire que tout le monde ne sera pas intéressé. Et moi j'ai peur de l'énergie effectivement. Donc je pense que ça va se standardiser quoi qu'il arrive à 1 heure. Mais pour les passionnés de jeux grandeur nature, il y en a qui s'en font maison, j'en suis sûr, et qui durent des heures et des heures. Oui. J'ai vu qu'il y a pas mal d'escape games maintenant qui commencent à faire des escape games carrément portables à ramener à la maison tout à fait. Pour un mariage. Il y en a même qui font carrément des escape games à l'extérieur, en forêt ou dans des trucs là. Vous avez pensé à ce genre de choses pour vous? Alors c'était un peu l'objectif de mon premier slide, escape game, chasse au trésor, jeu de piste. C'est vrai que mon avis personnel est que ce n'est pas de l'escape game, qu'ils surfent un petit peu sur le concept, mais je ne dénigre pas la chose dans le sens où moi-même, étant animateur de base, j'adore ce principe, mais c'est vrai que je ne serais pas pour proposer un produit en extérieur et appeler ça de l'escape game, ça serait plus une chasse au trésor. Maintenant, le côté à domicile est assez sympa. Je pense qu'on peut être capable de créer vraiment pour le coup un escape game à domicile si derrière on est capable de proposer une expérience complète aux gens.
Donc peut-être spoiler, c'est peut-être des choses sur lesquelles on se positionnera aussi à l'avenir. Donc oui, pourquoi pas, voilà. Même si, encore une fois, rien pour moi ne vaut l'expérience en salle, puisqu'il y a le côté immersif complet qui a été travaillé avec le décor, etc. etc. Au niveau de la tranche d'âge, Alors là, le record qu'on a eu, c'est une maison de retraite. Ils avaient une maison moyenne d'âge à 85 ans, mais le plus vieux à 95. Donc on a un petit peu ramé sur l'aide, mais ils se sont éclatés. Après, on est plus inquiet par les plus jeunes. Clairement, beaucoup de gens nous appellent pour des anniversaires d'enfants. Et clairement, les anniversaires d'enfants, c'est non. C'est non, c'est pas un jeu pour enfants. Alors oui, pour recevoir un enfant ou 2 enfants avec 3 adultes, à partir du moment où ils ont plus de 12-14 ans, mais c'est pas un jeu fait pour les enfants. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer aux gens. Pourquoi pas partir justement sur ces salles pour enfants, pour anniversaire, pour des choses... Alors, vous connaissez cette expression, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Clairement, pour moi, enfin un jeu pour les adultes. Le problème avec les enfants, c'est comment laisser un groupe d'enfants seuls et à distance derrière votre écran, vous leur dire non, ne fais pas de ça, c'est très difficile à les aider. Alors, je vous invite à essayer de vivre l'expérience de Game Master avec un groupe d'enfants, c'est très compliqué. Et du coup, ceux qui se développent éventuellement mettent un animateur dans la salle. Mais on se rapproche un petit peu du concept de manière générale, colonie de vacances avec des mini-jeux, etc. Pour moi, c'est pas mon métier, mais je suis persuadé que certains se positionnent là-dedans avec succès. Mais c'est vrai que j'essaye beaucoup d'expliquer aux gens, l'escape game c'est pour les adultes ou avec des grands enfants. Et j'ai peur que si on commence à proposer des produits vraiment enfants, il y a un peu un mélange de genres qui se fasse et que ce soit plus compliqué après de se positionner. Dites-moi. Alors, nous on a créé un escape game dans notre entreprise en fait. D'accord. On s'est dit tiens, ce serait marrant de faire ça, et donc on a créé un escape game. On reçoit pas mal de public, des fois on reçoit même des étudiants, et en fait on se demande comment vous faites pour avoir une sorte de fil conducteur en fait, parce que nous en fait, peu importe les publics, ils arrivent toujours à hacker le truc, enfin c'est jamais le bon fil quoi, ils trouvent un truc, finalement ou alors c'est générationnel par exemple, la dernière fois on avait un truc à base de Minitel par exemple, donc les étudiants ils sont arrivés, ils savaient même pas ce que c'était, et en fait ils ont allumé le Minitel, ils ont vu 3615. Ils ont vu qu'il y avait un chiffre, ils ne savaient pas que 3615 c'était un serveur Minitel. Nous, jamais on aurait touché au 3615. Quoi. Ils ont pris le cadenas, ils ont fait 3615. Alors que c'était pas ça la clé. Et la clé était ailleurs. Mais bon, enfin. Vous êtes quelle entreprise? Orange. D'accord, ok. Ouais. Alors après, c'est ce que je tentais de vous expliquer tout à l'heure. Après, c'est le lien entre le scénario, les mécanismes et le décor. C'est en gros, effectivement, être capable de créer un fil rouge. Une fois que vous avez toutes vos énigmes, vous les assemblez. Alors il y a 2 façons de faire des jeux, en parallèle ou linéaire. Et pour moi, c'est intéressant de mélanger les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le début du jeu peut être linéaire. Ça veut dire qu'en gros, les accessoires qui sont accessibles, je sais pas si ça se dit, permettent de déverrouiller un cadenas, à accéder à une autre énigme, mais vous ne pouvez accéder du coup à rien d'autre, tout est verrouillé, vous avez une seule énigme à portée de main. Et quand vous allez déverrouiller, là ça va vous donner des éléments pour 2 énigmes différentes qui vont vous permettre ensuite de passer en parallèle. Mais c'est aussi pour ça que je parlais de l'accessoirisation tout à l'heure, c'est l'expérience, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas trop mettre des éléments partout. On a, anecdote, on a des boîtes à biscuits depuis 2 ans en décoration dans le casino, on a effectivement sur les équipes qui lisent les ingrédients en disant mais il y a peut-être quelque chose dans les ingrédients qui... Non mais c'est imprimé sur la boîte, c'est pas nous qui l'avons rajouté, c'est compliqué quand même ce que vous cherchez. Mais c'est voilà, après, surtout quand on débute, c'est ça. Donc à nous d'éliminer tout ce qui perturbe. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils font ça, si vous revoyez les mêmes erreurs qui reproduisent d'équipe en équipe, il faut vous dire qu'il y a un problème au niveau du gameplay et à vous de retravailler le jeu pour faire en sorte que ça ne se passe plus. Donc ça peut être effectivement plus partir un moment sur plus linéaire, qu'il y ait moins d'éléments accessibles d'un coup, qui soient plus verrouillés et récupérés plus tard. Voilà. La linéaire, il y a des gens qui adorent faire plein de choses en même temps, il y a des gens qui aiment bien quand c'est linéaire et que l'histoire est suivie. Il en faut pour tous les goûts, on essaie de faire les deux, mais il n'y a pas de secret, la linéarité c'est le plus simple, ce sera les jeux qui seront les plus accessibles. Donc après, à trouver un équilibre là-dessus. Mais moi c'est clair que pendant 6 mois de l'ouverture du casino, je m'arrachais les cheveux à me dire mais c'est pas possible que les joueurs ne comprennent pas cet élément. Ça a peut-être pris un peu moins de 6 mois pour me dire quand même, au bout d'un moment, ok, si beaucoup de joueurs répètent la même erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a ambiguïté. Donc on change, on fait autrement, on remodèle le jeu. Et voilà. Normalement, ça se fait au bêta-test, et quand on manque l'expérience au début, on le fait aussi en temps réel pour améliorer toujours plus l'aventure. Alors, vous avez levé la main en premier. Allez, c'est parti. Juste très rapidement, est-ce que quand vous avez créé votre première salle, vous étiez fixé un taux de réussite où l'idée c'était vraiment de faire en sorte que tout le monde
puissent la terminer en 60 minutes. Alors, gros spoiler alerte, on ne dit pas au client normalement, mais bien sûr, chez nous, on veut que l'essentiel des gens finissent le jeu. Je n'aime pas du tout le principe de taux de réussite. Je pense qu'on est tous capables de faire des salles à 10 ou 20% de taux de réussite. Faire une salle extrêmement difficile, c'est pas hyper difficile justement. Par contre, faire une salle qui s'enchaîne de façon fluide, c'est compliqué. Moi, j'estime, mais je sais, alors honnêtement, c'est un débat énorme sur le milieu de l'escape game. J'estime que les gens, le gros du marché, c'est du grand public, et donc les gens, ils sont là pour vivre un scénario, une histoire qui commence et qui a une vraie fin. Donc du coup, c'est vrai qu'on a des leviers. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire le jeu en entier, mais ça veut dire pourquoi pas proposer une fin alternative, ou bien une accélération dans le nombre d'indices à un moment donné pour qu'ils voient quand même la fin. Il y a plein de techniques qui font que, clairement, oui, chez nous, on veut que les gens voient le jeu en entier. Pas que parce qu'on veut que les gens gagnent absolument, mais surtout parce qu'on veut qu'ils aient la finalité de l'histoire. Ils ne peuvent pas rejouer l'aventure, c'est pas un jeu qu'on peut recommencer. Donc on cherche à faire en sorte qu'ils aient la finalité de l'histoire. Oui, pardon. C'est parti. Pour revenir sur la dernière slide où vous aviez mis une image de Detroit Become Human, est-ce que vous avez déjà envisagé le fait de faire des escape games, enfin des salles sur ce principe-là avec des choix à embranchement qui mèneraient à plusieurs fins différentes et une aventure complètement différente en fonction du groupe en fait, que ce soit vraiment unique? Ça fait partie effectivement des choses qui, quand je vous disais, et après dans les mécaniques de jeu, c'est des choses qui commencent à arriver, même certains l'ont déjà fait. Et oui, effectivement, je trouve ça très intéressant. Dans la troisième salle, c'est aussi un des objectifs. Alors je ne sais pas si on y arrivera parce qu'il y a toujours des contraintes, parce que le fait de proposer différentes alternatives, ça pose quand même la contrainte du fait que si c'est par exemple 2 énigmes différentes pour finir, on a toujours les joueurs qui arrivent à la fin et qui regrettent un petit peu de ne pas avoir tout vu, donc on réfléchit toujours à comment faire ça intelligemment. Mais oui, pour moi, c'est une vraie évolution possible de l'escape game, c'est le choix. Ça peut être énorme, c'est vraiment se dire, faire un choix qui nous engage en tant qu'équipe et qui va nous faire décider, est-ce qu'on le sacrifie, lui, dans l'équipe, ou est-ce qu'on ne le sacrifie pas, qu'est-ce qu'on fait, on le garde. J'imagine, mais il y a plein de choses possibles à faire. Mais oui, pour moi, effectivement, c'est génial. C'est vraiment l'avenir, sauf que on est encore trop confronté aujourd'hui aux gens qui n'arrivent pas à suivre le scénario parce que ça ne les intéresse pas. C'est une minorité, mais ça arrive régulièrement. Des gens qui, vraiment, on leur dit un truc, ça ne les intéresse pas. Donc du coup, s'il y a un choix à faire à la fin, est-ce qu'on est sûr que tout le monde va comprendre le choix qu'ils ont à faire? Donc ça doit être travaillé en amont, c'est des choses qui se développent. Et ouais, moi, je trouve ça génial, c'est vraiment l'avenir aussi, je pense, du truc. Alors je suis désolé, je vais juste préciser dans ce sujet-là. Là, je ne suis pas d'accord là-dessus, puisque le principe de la rejouabilité, c'est la totalité, parce que si c'est juste pour revenir faire l'escape et puis au final connaître. Mais je parle pas de rejouabilité justement. Oui, non, mais justement d'avoir des fins alternatives, ce serait plutôt des histoires alternatives sur la totalité en fait de l'escape et de pouvoir la rejouer une deuxième fois, mais du coup en prenant le deuxième choix de départ qui va permettre de faire. Alors vous avez un escape qui a tenté de faire ça en France, qui est Newton, celui qui à l'origine qui a fait le sous-marin à Paris. Ouais. Honnêtement, ça marche plus ou moins. Je l'ai pas fait, mais pour les retours, il faut bien vous dire, si vous avez un choix à faire au début au niveau du scénario, vous allez évoluer dans le même décor, avec du coup des mécanismes qui sont faits pour chacun des scénarios. Ça veut dire que vous allez être confronté à des gens qui vont sortir en disant « Ok, c'était chouette, sauf que tout ça là, j'ai perdu un temps fou à toucher ces boutons, il servait à quoi? Ah, il servait pas, il servait dans l'autre scénario. Ah ok. » Donc oui, l'idée est géniale, sauf que concrètement, dans la pratique, comment mettre en place un truc où les gens soient à nouveau surpris la deuxième fois alors que le décor est le même? Et comment est-ce qu'il on parlait de se retrouver dans les éléments, les gens se mélangent. Deux fils, et du coup de suivre. Alors là, il faut vraiment un fil conducteur unique pour chaque histoire et qui voilà. Et nous, on va le mettre en place. Est-ce que le joueur va pas perdre le fil conducteur, il va pas basculer sur une énigme à côté, voilà. Mais effectivement, à mes yeux, c'est compliqué, mais certains l'ont fait dans Paris. Vous avez une question, je crois, du coup, je vous ai expliqué. J'ai fait une chez moi dans le salon. D'accord. Et en fait, la difficulté que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure des groupes, du coup, il y a des comportements qui sont assez différents. Et j'ai envie de savoir, dans la partie playtest au début, au bout de combien de groupes à peu près, est-ce que ça se stabilise et on arrive à vraiment voir émerger les comportements pour justement se rendre compte que c'est de la salle et pas de la faute des joueurs en fait, individuels? C'est une très bonne question. Alors honnêtement, on est un peu dans l'excès sur les bêta-tests. Les bêta-tests de la salle Mystère et Confrérie ont duré plus d'1 mois, presque 1 mois et demi. On a fait jouer des dizaines et des dizaines de proches, parce qu'en général on fait jouer les proches pour les bêta-tests parce que ça se passe jamais comme on veut. Et effectivement, j'ai pas de chiffres à donner, mais ce qui est sûr, c'est que malheureusement, à mes yeux, c'est presque au-delà des bêta-tests qu'on s'en rend compte vraiment. C'est-à-dire que les bêta-tests vont nous permettre d'être sûrs que les mécanismes fonctionnent, vont permettre que grossièrement le jeu s'enchaîne. Mais c'est vrai qu'il faut des volumes énormes pour se rendre compte que on a toujours 20% d'équipes
qui ont ce raisonnement-là qui nous semble, par rapport à ce qu'on imaginait, aberrant, sauf qu'il y a quand même 20% qui ont ce raisonnement-là. Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui porte à confusion. Donc dans les bêta-tests, pour nous, c'est minimum voilà, une grosse vingtaine d'équipes qui font le truc, qui font les tests, et on ajuste au fur et à mesure. Et après, sur le premier mois de l'aventure, nos jeux sont opérationnels dès le début. Hein, j'insiste bien là-dessus, les gens ne passent pas un mauvais moment. Le seul truc, c'est qu'on essaie de l'améliorer toujours plus, et on ne touche plus au jeu au bout de, honnêtement, des fois 6 mois. Le casino, 1 an après, je continue à le faire évoluer. Mais il faut des volumes énormes, parce que chacun imagine des choses complètement différentes. Voilà. Et du coup, c'est pas un peu difficile justement, dans l'ajustement, de ne pas tomber dans le pendant inverse de trop, par exemple, trop guider, trop donner d'indices dans la salle, alors que finalement, si vous demandez à les gens qui ont fait nos salles, certains vont dire oui, effectivement, je trouve que ça a été trop guidé. Ils sont sortis 20 minutes avant, ils vont vous dire effectivement, celui-là il a basculé un petit peu trop du côté trop guidé, on est sorti 20 minutes avant. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que les 10 groupes qu'on a eu avant, ils ont besoin de 5 minutes de bonus et de 20 indices pour réussir à sortir. Donc, quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à faire du parfait, mais on cherche ce juste milieu, puisqu'on ne s'adresse pas, encore une fois, pas qu'à un public geek, joueur, tout profil, de gens qui jouent, on s'adresse à des familles, à tout public, et donc encore une fois, voilà, il y a un équilibre à trouver, d'où l'intérêt des jeux qui vont s'adapter tout seuls, à mes yeux, c'est d'être capable de proposer des expériences différentes suivant le public. Moi j'ai 2 questions. La première, c'est comment vous gérez le rythme en fait, du scénario? Parce que par exemple, quand on rentre dans la salle, on est encore en train de se déconnecter, et on a beaucoup de mal au début à gérer le truc, et après par exemple en milieu on commence à avoir trop d'idées et il faut essayer de reconcentrer. Est-ce que vous gérez ça ou vous faites, Comme je vous l'ai dit, après il y a le pic, énigme linéaire et simple au début, donc on complexifie effectivement mieux comme vous le dites, et à la fin on fait plus de petites énigmes mais plus rapides. Ça crée une dynamique de départ qui donne de l'énergie à l'équipe. Après, honnêtement, on gère ça en général par le même rythme d'indice, il ne faut pas se voiler la face, c'est-à-dire qu'au début on laisse l'équipe au maximum trouver ses marques. Au milieu du jeu, on va envoyer plus d'indices parce qu'en général, l'équipe va avoir un petit peu plus de difficultés que les énigmes plus dures, et on ralentit sur la fin parce qu'elle va reprendre un rythme de croisière. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est le rôle du maître du jeu de gérer ça. Une fois qu'on a bien développé notre salle, d'après nous, c'est le tampon du maître du jeu, comme je disais tout à l'heure, qui gère le rythme. C'est son métier, et c'est pour ça que ça semble facile, mais honnêtement, c'est un métier qui est loin d'être facile, ça prend des mois à apprendre vraiment bien. Et la deuxième question, c'est pourquoi il y a certaines salles qui, je ne sais plus si vous faites ou pas, mais certaines salles, elles mettent par exemple un tableau avec les durées, parce qu'au final c'est tellement différent dans les groupes. Est-ce que quel est le but de mettre ça? Alors encore une fois, ça dépend de la philosophie du gérant, des personnes qui développent. Certains, effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, ont une méthodologie avec à tel moment du jeu, ils doivent être à tel endroit. Du coup, effectivement, si on s'en tient à ça, si on se dit à tel moment du jeu, ils doivent être à tel endroit et je leur envoie pas plus de temps d'indices, il y a une cohérence à afficher des temps. Je ne dirais pas de mal là-dessus, parce que beaucoup de confrères que j'apprécie le font. Moi, je n'adhère pas, tout simplement parce que j'estime que comment faire une comparaison de temps, dans le sens où on cherche à s'adapter à l'équipe. Il y a des équipes qui vont adorer les indices, il y a des équipes qui vont les détester. Une équipe va peut-être sortir en 59 minutes sans indices, incroyable, c'est génial. Et l'autre sortira en 45, mais en ayant demandé à avoir une vingtaine d'indices. Donc du coup, comment comparer les temps? À mes yeux, c'est compliqué, je ne le fais pas. Mais certains, apparemment, ont une méthodologie qui permettrait de justifier ces temps-là. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Dites-moi tout. Oui. C'est une connerie. Où est-ce qu'on signe pour être bêta-testeur? Vous avez vu, quand j'ai dit bêta-test, j'ai tout de suite c'est des proches, parce que c'est la question numéro 1 qu'on nous pose à la fin. Est-ce qu'on peut être bêta-testeur? Alors c'est pour ça que j'insiste, les proches, honnêtement, c'est pas un cadeau. Alors, pas un cadeau du tout. Demandez à nos maîtres du jeu qui font les bêta-tests, les premiers, ça plante systématiquement, surtout chez nous. Parce que chez nous, on a une usine à gaz en termes d'électronique, et donc du coup, au début, ça ne marche pas du tout comme on veut. Pourtant, on a alpha-testé. Alpha-test, c'est en gros, c'est nous-mêmes qui avons développé le jeu. On fait l'enchaînement, ça marche, et hop, le jeu se lance, puis là, dans le programme, il y a un petit truc qu'on n'avait pas anticipé, et ça plante. Et du coup, on rentre dans la salle, on dit bon ok, désolé, on met ça en place. L'immersion est complètement foutue. Donc non, il faut pas, on n'ouvre pas au grand public le bêta-test. Et je sais que beaucoup en rêvent, mais honnêtement, c'est un cadeau, ne faites pas de bêta-test, ça gâche l'aventure. Vous allez voir. Dites-moi tout. J'ai une question par rapport à l'histoire. Ouais. Vous dites on rentre dans une histoire, on déconnecte, tout ça. Comment est-ce que vous faites, sans spoiler évidemment, pour donner justement des avancées dans l'histoire, au-delà des indices qui sont donnés via les ennemis, pour avoir un sentiment de progression dans l'histoire?
Pas que dans les énigmes, mais vraiment dans l'histoire. Il y a différents outils, de manière générale, pas chez nous forcément, mais de manière générale, il y a le briefing bien sûr du Game Master qui donne le point de départ. Beaucoup de complexes travaillent avec des choses à lire pendant l'aventure. À titre personnel, en tant que joueur, j'ai beaucoup de mal avec les feuilles A4 à lire. Enfin, je n'arrive pas à lire un truc en entier, ça me casse ma dynamique de jeu, mais je sais qu'il y a des salles extraordinaires où il y a beaucoup de lectures qui permettent d'évoluer justement dans la narration. Personnellement, je travaille beaucoup avec l'audio. On travaille avec des acteurs qui font des enregistrements en fait, qui permettent à certains moments du jeu d'avoir des petites informations qui sont données avec la voix, donc d'évoluer au niveau du scénario. Après, il y a quand même des petites choses à lire assez courtes. Et puis voilà, il y aura des éléments, sans spoiler c'est encore difficile, mais voilà, des accessoires dans le jeu qui vont dire que le fait de trouver cet accessoire-là va faire que comprendre, puisqu'on a ça, ça doit vouloir dire qu'au niveau du scénario, il est en train de se passer ça. Donc voilà, mais c'est vrai que j'essaye au minimum d'avoir des grands pavés à lire, encore une fois, parce que je crée ça comme je les aime moi, et après en espérant que ça plaise. Le coût des acteurs et des enregistrements marche très bien en général pour l'immersion, parce qu'on travaille vraiment avec des voix. Sur la confrérie, on a un acteur qui était allemand, qui parle en français, donc un bel accent allemand. Ça crée vraiment une immersion de départ. Ça plaît plus ou moins suivant les groupes, chacun a ses préférences, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que la narration évolue. Et après, des effets de mise en scène que je ne peux pas dévoiler, sinon c'est pas drôle. Voilà. Votre escape game à vous, il est à combien au niveau des entrées? Du prix, vous voulez dire? Oui. En gros, c'est 25 € par personne pour des équipes de 4 ou de 5. C'est un peu plus cher, c'est 30 si vous n'êtes que 3. Sinon, c'est 25 € par personne. Voilà, avec encore une fois l'idée d'un maître du jeu par équipe. Et on se limite à 5. Alors la question, on les appelle tous les jours. Est-ce qu'on peut venir à 6, s'il vous plaît? On dit non. Malheureusement, au début, on faisait des exceptions. Maintenant, on dit non. Pareil, dans la qualité d'équipe, c'est le nombre de joueurs. Plus on est nombreux, plus on a d'expérience et plus on est nombreux, plus l'aventure est diluée entre tous. Et plus du coup individuellement on passe une moins bonne aventure. Et du coup c'est très difficile à expliquer aux gens parce qu'ils ne comprennent pas qu'on leur refuse. Mais on préfère avoir des plus petits groupes et avec une meilleure satisfaction que des gros groupes qui nous rapportent plus mais qui clairement vont s'en sortir déçus parce qu'en général il y en a toujours un ou deux qui va dire moi j'ai servi à rien. Forcément vous étiez 6 dans une toute petite pièce, donc c'est un peu délicat. Donc voilà, on essaye de travailler sur des tout petits formats, et donc toujours un maître du jeu, même s'ils sont 3, vous avez un maître du jeu qui gère 2 heures de créneau pour une équipe de 3. C'est vrai que c'est gênant, parce que ça fait 20 minutes que je me dis comment je vais faire pour y aller, parce que ça veut dire qu'il y en a qui va rester sur le carreau. Là. Si on peut rentrer qu'à 5, dans la salle, en général, les viennent à plusieurs. Maintenant, on a 2 aventures, donc c'est ce que je dis, venez en 2 équipes de 3. Voilà. En 2 équipes de 3, vous allez passer un moment génial parce que vous allez toucher à tout, vous avez l'impression d'avoir tout fait. Alors il y en a beaucoup qui demandent à 2 du coup, mais nous, chez nous, on ne peut pas jouer à 2 pour des raisons mécaniques et pas mal de choses, et puis pareil pour les questions de dynamique de groupe. Mais bon, 3, c'est bien. Moi, je joue beaucoup à 3. 4, ça bien aussi. 5, ça commence à faire beaucoup. Si vous faites beaucoup d'escape game, je vous invite à jouer de moins en moins possible en gros groupe parce que, encore une fois, vous allez régulièrement sortir en ayant du coup moins fait que les autres parce que vous avez tellement vite, vous avez pris tellement d'habitude que le jeu est dilué entre tous. Voilà. Je lui laisse oser. Moi, c'est une question, c'est plus sur l'escape game en général. C'est quoi la différence entre les escapes de la région, celle de Paris et celle de Budapest? Quelles sont les grosses différences qu'on voit au niveau de l'avancée, par exemple? Alors, je peux vous donner mon retour de joueur, mais faire des généralités, puisqu'il y en a tellement que ce serait que des généralités. Mais en gros, Paris est une capitale riche en population, donc forcément, ils brassent des volumes monumentaux. Et donc, ils ont accès à des budgets de salles qui peuvent être bien plus importants que chez nous. Alors, ça ne veut pas dire, honnêtement, que on est forcément à la ramasse. Enfin, on n'a pas la prétention de faire des salles qui coûtent pas cher. On essaye vraiment d'investir, donc on essaye d'être au niveau de ce qui se fait à Paris. Personnellement, voilà, pour vous dire, moi j'ai fait un petit week-end de 14 escape games là, il y a le mois dernier, et du coup, clairement, il y a des salles qui arrivent à un niveau de finition qui est incroyable et qui est dû au fait que ils ont triplé les budgets par rapport à il y a 4 ans. Ils peuvent se le permettre parce qu'effectivement, ils sont dans des endroits qui ramènent beaucoup de monde. Et pour parler de Budapest, Budapest, étrangement, tout le monde en parle parce que c'est à l'origine de tout. Tout le monde dit qu'il faut aller à Budapest faire des escape games. Le retour que j'en ai, c'est oui, c'est une super expérience, sauf que tout le monde est d'accord, c'est à l'origine de l'escape game, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont souvent de première génération et du coup qui commencent à se démoder un peu, parfois qu'on vieillit, qui sont moins entretenus. Donc il faut bien se renseigner. C'est pas forcément en allant à Budapest qu'on va faire les salles les plus incroyables du monde. Moi, je vous invite déjà, si vous êtes passionné, si vous aimez l'escape game, essayez ça de la région, puis éventuellement faire un petit séjour à Paris. Et voilà, il y a vraiment des salles très qualitatives. Après, c'est très personnel.
c'est toujours des questions de budget aussi. On peut avoir un budget monumental et faire une salle qui n'est pas incroyable non plus, hein. C'est pas qu'une question d'argent, après chacun a ses envies. Je parle beaucoup, c'est ça, il est tard. On va faire une dernière question et après on passe au terreau. Qui c'est qui avait une question? Je vais aller très rapidement, enfin j'ai pas du tout l'intention de devenir Game Master, mais en gros ça gagne combien Game Master? Je vais vous décevoir, ça gagne pas grand chose. Et c'est pas parce que le patron il s'en met plein les poches parce que je gagne pas beaucoup plus. Non, ça gagne le SMIC avec une petite possibilité d'évolution. C'est un métier qui nécessite aucune expérience. On prend des gens même sans le bac, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que c'est un métier qui nécessite un savoir-être. C'est plus dur à trouver. C'est-à-dire que ça demande d'être capable d'être à la fois accueillant, d'être souriant, mais surtout d'être capable de faire, pour moi, de bénéficier un peu d'empathie et d'être capable de comprendre voilà, qui on a en face de soi et pour proposer le meilleur accompagnement possible. Donc c'est vrai que le Game Master, il a une vie décalée des autres. Il travaille le soir, il travaille le week-end. Donc pour certains, quand même une annonce, c'est inenvisageable. C'est clairement comment on fait pour une vie de famille, comment c'est ça. Et il y a des gens, moi j'en fais partie, à qui c'est génial. Parce que travailler le soir, tard et les week-ends, ça permet d'avoir toute sa journée de faire ce qu'on veut. Ça permet, en général, ils ont 2 jours de repos dans la semaine, donc ça permet d'avoir, quoi qu'il arrive, aussi 2 soirées dans la semaine. Donc c'est fait pour certaines personnes et c'est pas du tout fait pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne devient pas riche en étant Game Master, malheureusement. Tout ça, encore une fois, lié au fait qu'on a un gros problème de rentabilité économique qui est lié au fait que Capital, il y a 4 ans, a fait un reportage en disant « Escape Game, ce business très rentable ». Donc ça a pulvérisé le nombre d'ouvertures de complexes, sauf que je ne sais pas s'ils avaient bien calculé leur coût, parce que franchement, si vous calculez l'investissement de départ, si vous calculez ce que ça coûte à faire tourner avec un salarié par salle, le loyer, etc., les seules enseignes qui sont vraiment rentables sont les enseignes qui ont énormément de salles, qui arrivent à faire des gros volumes. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre d'avoir des gros salaires au niveau des masters. Par contre, voilà, on a des gens, je pense, qui s'épanouissent, on essaie d'avoir une bonne dynamique d'équipe, on se fait des sorties, des escape games, bien sûr, en équipe. Et donc voilà, on essaie d'avoir une ambiance de travail. C'est un métier cool, après, pour ceux qui sont passionnés. C'est un métier sympa, et on échange avec des gens, il faut être passionné. Voilà, c'est la dernière, c'est ça? C'est la dernière. Merci à vous.